objectif sur le temps qui me reste, c'est de vous parler des programmes parentaux, donc qu'on appelle les PEHP, les programmes d'entraînement aux habiletés parentales, dans le TDAH en particulier, mais qui sont applicables aussi pour les autres troubles du comportement, leurs modalités, leur application pratique et un peu les contenus de ces programmes pour que, quand vous puissiez adresser des familles vers nos services ou vers le DSPP, vous sachiez aussi un peu de quoi ils retournent et comment, et quels sont les intérêts, les objectifs de ces programmes. Donc, je vais passer à la diapo suivante. En fait, c'est peut-être pour remettre dans le contexte actuel qui est quand même assez important, puisqu'on va dire qu'il y a des choses qui évoluent fort heureusement pas mal dans le domaine de la pédopsychiatrie. Depuis 2 ans, on travaille avec le groupe de travail sur les recommandations de la HAS pour l'accompagnement thérapeutique du TDAH. Donc, on va dire que ça n'existait pas. En fait, on n'a pas de recommandations françaises pour le TDAH aujourd'hui. On n'avait que des recommandations sur le repérage et le diagnostic qui dataient de 2015, donc qui étaient quand même importantes pour dire simplement que ça existe, que c'est fréquent et qu'il faut s'en occuper et que tous les professionnels de première ligne peuvent être amenés à le repérer. Mais c'était vraiment pas suffisant parce que jusque-là, on n'a pas de recommandations françaises. Donc nous, on s'appuie sur les recommandations internationales, évidemment, mais on a besoin de ça pour dire ce qui marche et aussi pour dire ce qui ne marche pas, parce que en réalité, c'est aussi important de ne pas faire perdre aux familles trop de temps, trop d'énergie. Quand on a un enfant avec TDAH, il faut pouvoir aller quand même à l'essentiel sur les choses qui sont reconnues comme étant efficaces et ayant un intérêt, parce que Diane l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est un trouble fréquent, on ne sera jamais trop nombreux à s'en occuper, je pense, donc bienvenue à tous ceux qui sont intéressés par cette question, et il y a beaucoup de parents qui sont aussi en quête de solutions, entre guillemets, miracles, qui leur font perdre beaucoup de temps et d'énergie et d'argent. Donc toutes les thérapies dont on peut entendre parler, qui n'ont pas de niveau de preuve, etc. Donc c'est important aussi de pouvoir dire un peu où on en est aujourd'hui par rapport à ça. Donc les recommandations sortiront normalement en septembre 2024. Là, elles sont dans les dernières phases de relecture. Alors, pour venir sur la diapo suivante, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces programmes? En fait, parce que on sait que pour les familles qui ont un enfant avec un trouble du neurodéveloppement, les choses sont forcément beaucoup plus compliquées. Ça va impacter tout le fonctionnement de la famille au-delà de l'enfant lui-même. Et quand je dis trouble du neurodéveloppement, c'est large, mais on sait que le fait d'avoir un enfant qui présente un TDAH ou un trouble du spectre de l'autisme, ça va être, si on suit ces familles de façon prospective, il y aura un plus haut risque de séparation parentale, par exemple. C'est aussi un facteur de stress parental, un facteur de risque de dépression chez les parents. Donc, c'est d'autant plus important d'accompagner l'ensemble du système familial pour trouver des stratégies et pour être efficace dans l'éducation de ces enfants qui ont des besoins véritablement spécifiques et qui répondent pas au schéma éducatif classique et habituel. Et ça, c'est vraiment le témoignage des parents au quotidien, de dire oui, nous on a fait comme ça avec son frère, avec sa sœur, c'était très simple, ça marchait très bien, mais avec notre enfant avec TDAH, finalement, rien de ce qu'on avait fait avant ne fonctionne, et les parents sont souvent très démunis. Donc c'est vrai que c'est un des points les plus importants aujourd'hui en psychiatrie de l'enfant, c'est d'inclure les parents dans tout ce qu'on peut proposer pour l'accompagnement de l'enfant et de les rendre véritablement acteurs et pas juste dépossédés du truc, quoi. Parce que, on le voit nous dans nos consultations, à travers les témoignages des familles, il y a quand même pas mal de professionnels qui vont de santé mentale au sens large, psychiatres, psychologues, qui vont voir l'enfant tout seul sans s'adresser à ses parents, et ça renvoie plutôt le message que les parents font partie du problème, mais pas trop de la solution, et quelque part on perd énormément en efficacité et sur tout ce qu'on peut proposer. Donc, pour détailler ça plus avant,
Les recommandations à sortir, c'est bon, c'est un spoiler, mais bon, il n'y a pas tellement de grandes surprises en gros, parce que il n'y a pas de raison qu'on soit très différent des autres pays européens en tout cas. Mais que disent les recommandations? C'est que quand on a un diagnostic de TDAH, la première chose, bien avant de parler de tout le reste, c'est la psychoéducation, c'est-à-dire d'expliquer vraiment aux parents et à l'enfant, en fonction de son âge et de ce qu'il peut en comprendre, d'expliquer comment fonctionne l'enfant, pourquoi certaines choses ne marchent pas, pourquoi cet enfant a plus de mal à se motiver, à s'y mettre, pourquoi il va être, on va dire ses capacités de concentration vont être variables d'une situation à l'autre ou d'un jour à l'autre. Euh, En fait, finalement, de pouvoir donner des explications sur ce qui est en lien avec le trouble et qui va se répercuter dans le quotidien de la famille. Et tout ça, c'est la phase essentielle de la psychoéducation. Pour les études, on parle de psychoéducation quand on y consacre au moins alors c'est entre 1 heure et 2 heures minimum de temps consacré. Donc c'est vrai que ça peut pas se faire vraiment en consultation, j'allais dire de médecine générale ou de pédiatrie entre deux patients, parce que c'est quelque chose de très long et qui devra être reconnu comme tel, parce que sinon, on ne sera simplement pas capable de le proposer comme on voudrait le faire. Donc, je vais y revenir pour détailler ce qu'est la psychoéducation dans le TDAH. Une fois qu'on a fait ça, ce qui va être aussi reconnu comme étant prioritaire, c'est de faire donc de la guidance éducative parentale, et ce sont les programmes dont je vais vous parler maintenant, mais aussi de proposer des aménagements de la scolarité pour les enfants qui ont des difficultés dans le cadre scolaire, qui sont régulièrement punis, sanctionnés, etc. Justement, d'expliquer aux enseignants et de mettre en place des dispositifs qui peuvent être le PAP, par exemple, ou des dispositifs auprès de la MDPH. Enfin, chaque situation étant différente par rapport à ça, ou des simples aménagements scolaires qu'on écrit sur un bout de papier et qui peuvent très bien fonctionner aussi en fonction des enseignants et des établissements scolaires. Donc ça, c'est un peu ce qu'on fait en premier. Et derrière vient le traitement médicamenteux, et vient le traitement médicamenteux, j'allais dire, assez vite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement l'idée qu'on va faire d'abord de la psychothérapie pendant des mois pour savoir si ça va mieux, etc. Parce que ça n'a pas véritablement, la psychothérapie seule pour prendre en charge le TDAH, psychothérapie de l'enfant, n'a pas montré d'efficacité suffisante. Si l'enfant n'a qu'un TDAH, ça ne va pas l'aider à se concentrer. Ceci étant vrai aussi pour les programmes de remédiation cognitive ou les programmes de neurofeedback, etc. C'est-à-dire que le niveau de preuve n'est pas montré suffisant pour qu'on puisse le recommander en réalité. Et donc, il y a cette idée quand même qu'on a voulu transmettre à travers ces recos, de dire qu'il ne fallait pas non plus, quand la situation était compliquée, faire perdre trop de temps aux familles dans des suivis dont l'accompagnement n'est pas suffisamment voilà, donc quand les choses ne sont pas assez validées. Une fois qu'on a dit ça, ça n'empêche pas les familles de faire évidemment ce qu'elles veulent, mais l'idée c'est d'avoir quand même nous une feuille de route qui nous permet de dire ben là, au point où on en est, par exemple, c'est le traitement médicamenteux qui va être indiqué. Une fois qu'on a fait cette première ligne, si la situation ne s'est pas vraiment arrangée et que l'enfant est en difficulté, on doit venir en fait assez vite sur le traitement médicamenteux, beaucoup plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui dans la pratique clinique. Donc c'est aussi un des messages forts de ces recommandations. Et les psychothérapies, c'est à discuter en fonction des situations, mais elles ne sont pas véritablement dans l'algorithme de la prise en charge du TDAH seul, quand elles sont simplement destinées à l'enfant. Et voilà, on pourra revenir sur ces questions-là, mais c'était pour inscrire un peu ces programmes parentaux dans une lignée, c'est-à-dire que c'est en fait la première chose à faire quand on a une annonce de diagnostic de TDAH, c'est ça, et c'est ce dont on va parler maintenant. Donc, on peut passer sur la diapo suivante. Alors, ces programmes parentaux, donc PEHP, programme d'entraînement aux habiletés parentales, c'est le terme, on va dire, le terme consacré, mais enfin, ça revient au même. Ils vont pas faire véritablement bouger les symptômes du TDAH, c'est-à-dire que ça va pas faire que l'enfant va devenir plus attentif ou moins agité ou moins impulsif. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que les parents vont apprendre aussi à mieux comprendre les symptômes, à mieux les accepter,
et avoir des stratégies pour les gérer différemment. Parfois, ça va être plus de tolérance, mais parfois, ça va être aussi de mobiliser l'enfant différemment pour qu'il arrive mieux à faire face à ces difficultés. Donc, finalement, l'efficacité qu'on va retrouver, c'est l'amélioration de la qualité des relations intrafamiliales entre parents et enfants, l'amélioration du sentiment de compétence parentale, parce que ce sont souvent des parents qui se sentent impuissants en disant mais ce qu'on fait ça marche pas, on est obligé de répéter, on est obligé de s'énerver, donc finalement on n'est pas efficace. Donc ça c'est un point qui peut vraiment être amélioré par les programmes et in fine l'estime de soi de l'enfant c'est un des objectifs de ces programmes. Mais on ne va pas changer les symptômes eux-mêmes, quoi. Donc, en tout cas, alors parfois évalué par les parents, oui, les parents vont dire oui, si on trouve qu'il est moins agité, tout ça, mais en réalité, évalué par des examinateurs extérieurs, on ne va pas retrouver quelque chose de significatif, mais ce n'est pas l'objectif véritablement de ces programmes. Alors, l'idée, c'est de vous dire un peu sous quelle modalité ça pouvait s'organiser et après de vous en dire les principales étapes et les choses qu'on travaille avec les familles et puis de laisser un peu de place à la discussion et à vos questions en fonction de tout ça. Donc, quand on parle de ces programmes parentaux, c'est important de pas faire de confusion avec un groupe de parole. C'est vrai que quand on faisait des groupes à Saint-Éloi, les programmes de Barclay, notamment pour le TDAH, il y avait des parents qui nous disaient ah mais j'aimerais bien participer à vos groupes de parole, etc. Mais ce ne sont pas des groupes de parole dans le sens vraiment pur du groupe de parole, puisqu'un groupe de parole, normalement, c'est basé sur l'échange, sur le partage, mais il n'y a pas de validation scientifique, il n'y a pas de transmission de technique non plus, et c'est plus de l'échange qui peut être plus ou moins structuré avec un début, une fin, ou alors chacun rentre n'importe quand dans le groupe de parole, ça dépend de comment c'est défini au départ. On retrouve des groupes de parole pour les parents d'enfants avec TDAH, par exemple, dans les associations. C'est des parents en général qui les organisent. Ça peut être aussi dans un cadre institutionnel, mais c'est pas de ça dont on va parler là, parce que les PEHP, c'est plutôt ce sont des programmes structurés avec une transmission de techniques. Par exemple, on va dire, aujourd'hui, c'est la séance sur le système de points. On va vous donner des techniques pour mettre en place un système de points à la maison pour motiver votre enfant. Donc, chaque séance a son thème. On suit en général un manuel de référence publié, validé, qui fait que c'est reproductible. En fait, on peut le faire là à Montpellier, comme quelqu'un peut le faire à Paris, à Lyon, etc. Avec le même manuel, on est censé faire sensiblement la même chose. Le nombre de séances est défini, en général une dizaine de séances, ça dépend un peu des programmes, mais c'est une moyenne. Et les programmes qui correspondent à ça, c'est donc le programme de Barclay qui est le plus connu parce que c'est celui qui a été importé en France dans les années 2000 par Marie-Claude Sayag à Robert Debré. Mais il y en a d'autres qu'on peut proposer dans le service aussi ou pas, le programme GECOP, Faire Face, etc. Les principes Incredible Years aussi, les principes sont évidemment les mêmes et ce que je vais vous décrire tout à l'heure, ce sont les grands principes de tous les PEHP. Évidemment, il n'y en a pas un qui dit blanc quand l'autre dit noir, sinon ce serait une cacophonie. Donc, ils sont quand même tous d'accord sur les grands principes qui sont déclinés un peu différemment selon les manuels. Donc, sur la diapo suivante, voilà, ça c'est pour vous donner les noms de ces différents programmes. Faire un peu de pub aussi parce qu'on va publier le nôtre, celui qu'on fait au CHU de Montpellier depuis plusieurs années, qu'on appelle le programme PEPS, mais qui est pas encore sorti, mais qui sortira chez Juno en octobre. Enfin, on l'applique déjà, mais en fait, on s'est aussi inspiré de tous les autres. On ne l'a pas inventé, mais c'est une adaptation au fil des années des programmes qu'on a mis en place dans le service, donc depuis 15 ou 20 ans, je sais plus, mais voilà, c'est pas. En tout cas, voilà, c'est une adaptation un peu pour le rendre plus actuel, on va dire, mais on part quand même des grands principes du programme de Barclay qui est le plus connu. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Alors, ça, c'est le classique. Dans ces programmes, on part sur l'idée d'une dizaine de familles, dizaines, douzaines, etc. C'est le truc un peu, pas le gold standard, mais on va dire celui qui est le plus décrit dans les manuels. Une dizaine de séances de 1h30 à 2h, en général à un rythme de 2 séances par mois.
Donc une séance tous les 15 jours avec des tâches interséances, donc pour mettre en place des stratégies qui ont été vues à la séance d'avant et faire un retour à la séance d'après. Donc ça, c'est le truc très classique. Après, bon, pour avoir animé un peu ces programmes pendant plusieurs années, finalement, on en était venu, après plusieurs essais, à faire des groupes entre midi et deux. C'est le plus facile pour les familles. J'ai essayé d'autres horaires, hein, fin de journée, matin, mais enfin bon, finalement, le temps, la pause méridienne, c'est ce qui correspondait le mieux. J'ai pas essayé le week-end. Je sais pas en libéral si c'est quelque chose de possible et si ça marcherait mieux, c'est possible, je suis pas sûre. Mais c'est vrai que c'est un gros investissement de temps pour les familles parce que même s'ils viennent entre midi et deux et qu'ils ont éventuellement une pause, ça les oblige à partir tôt de leur travail, à rogner sur le temps de midi. Ils arrivent avec le sandwich, c'est très speed, ils repartent, etc. Et tous les parents, selon leur type de travail et leur rythme, ne peuvent pas y participer. Et donc, quand on proposait que ce modèle-là, on touchait peu de familles par rapport à l'ensemble des familles qui consultent en MPEA. Et c'était un problème parce qu'un certain nombre de parents ne pouvaient jamais y participer. C'était beaucoup trop d'investissement et simplement pas possible de poser 10 jours de congé pour participer à ça. Donc ça a été un frein et c'est aussi pour ça que on a organisé d'autres formats pour toucher plus de monde, en fait, en se disant peut-être que c'est une version un peu dégradée, on ne sait pas d'ailleurs, c'est encore, on ne pense pas aujourd'hui, mais voilà. Mais au moins, on aura plus de parents parmi notre consultation qui pourront venir. Et je vais dire un mot aussi des PEHP en individuel parce que je vois qu'il y a des psychologues aussi qui sont connectés, qui peuvent tout à fait faire les mêmes programmes en individuel que ceux que nous, on fait dans le cadre de nos groupes, avec des avantages et des inconvénients. En fait, toutes les adaptations ont leurs propres avantages et inconvénients et c'est intéressant de les connaître. Donc, on peut passer à la diapo suivante et je vais vous dire un peu les différentes choses qu'on a faites. On a fait déjà, ah oui, depuis la crise sanitaire, du online, donc du groupe, du programme d'entraînement aux habiletés parentales en visio. Au départ, un peu comme tout le monde, contraint et forcé parce qu'on pouvait rien faire d'autre. Et en fait, avec finalement, moi je dirais pour les animer depuis longtemps, un gain d'énergie, d'efficacité et de nombreux avantages à faire ces groupes-là en visio. Et donc l'idée avec la HAS, c'était aussi de reconnaître que c'était possible en fait de faire de la visio sur des groupes de parents et que ça pouvait être justement dans les recommandations qu'on va faire une stratégie qui fonctionne et qu'il fallait pas s'en priver parce que de toute façon, pour certains parents, pour beaucoup de parents, c'est ça ou rien parce qu'ils pourront pas toujours venir à l'hôpital participer au programme et ils habitent parfois très loin dans des coins isolés, etc. Donc l'idée de ce groupe en Zoom, quand on le fait, c'est qu'on est plusieurs à animer, en général une personne qui présente des slides et qui commente, comme on fait aujourd'hui, et le chat qui est ouvert, et les parents qui interagissent entre eux, et une ou deux personnes, selon combien on est, qui vont moduler le chat, répondre aux questions et faire remonter les questions à l'animateur. Et aussi, du coup, ça permet vraiment de réguler les prises de parole. Parce que c'est vrai que faire des groupes de parents d'enfants avec TDAH, on a quand même statistiquement pas mal de parents qui ont eux-mêmes un TDAH dans les groupes. Donc, il faut aussi avoir des qualités de gestion, de prise de parole et de contrôle de régulation de la salle qui sont pas forcément évidentes. Et c'est vrai qu'avec la visio, ça permet vraiment de canaliser. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui vont poser une question d'un truc qu'on a dit une heure avant, on va leur répondre directement dans le chat ou leur dire qu'on répond plus tard et on va filtrer en fait les prises de parole des parents pour canaliser ça. Et ça permet d'avancer plus vite et d'être plus fluide parce que le problème des prises de parole intempestives, c'est que ça va agacer l'ensemble des parents et donc ça peut créer des tensions quand on est sur du groupe. Il faut être du coup assez vigilant à tout ça. Donc ça permet de gagner en facilité. Un point vraiment que j'ai remarqué qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup plus de pairs connectés que ce qu'on avait de pairs dans la salle. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant puisqu'on sait qu'on gagne en efficacité si on a les deux parents qui ont le même programme. Donc plutôt que l'un qui raconte à l'autre en fait. C'est donc du coup c'est plutôt une très bonne nouvelle. Beaucoup de parents participent en Zoom parce qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise de le faire. Soit pour des raisons d'organisation matérielle, mais aussi pour des raisons de gêne sociale. Il y a des parents qui sont très soulagés de se dire je vais me connecter avec ma caméra fermée,
avec le prénom de mon enfant et je prendrai la parole à l'écrit. Ça me dérange pas et je suis beaucoup plus à l'aise. Il y a plein de parents qui n'ont jamais pu rentrer dans un groupe parce que ça les gênait trop. Donc ça a permis aussi ça. Et finalement, on n'a pas du tout perdu en qualité d'interaction entre les participants puisqu'ils interagissent entre eux via le chat et qu'ils vont au contraire beaucoup se soutenir, voire prendre leur numéro, créer des groupes WhatsApp. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais proposé à aucune famille dans aucun groupe. Et je dirais que j'ai presque à tous mes groupes, ou je crois à tous, un parent qui prend l'initiative de monter un groupe WhatsApp pour l'ensemble des parents pour rester en contact, ce qui est un truc incroyable parce que bon, nous, on peut pas le proposer pour des aspects de confidentialité, mais ça se fait systématiquement. Donc, il y a quand même un lien qui se crée malgré tout. C'est pas parce que c'est à distance que les liens ne sont pas seraient plus distants en fait. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Après, bien sûr, il faut être bien équipé, mais c'est de moins en moins un problème parce qu'en réalité, la plupart des familles aujourd'hui sont suffisamment bien équipés et puis parfois on a des problèmes techniques, mais ça c'est plutôt nous avec la connexion du CHU, tout ça, on a quelques bugs, mais globalement ça passe. Donc ça c'est un peu pour le mode online, mais qui je pense est un peu l'avenir des PEHP pour moi parce que ça permet de prendre beaucoup de monde, on n'a plus de liste d'attente. Alors bon, c'est vrai que nous à Montpellier on a un fonctionnement un peu particulier qui fait qu'on peut avoir 100 personnes connectées sur un groupe, donc on s'encombre pas d'une liste d'attente, rentre qui veut, donc ça permet d'écluser beaucoup les demandes fortes pour les parents d'enfants avec TDAH. Un petit mot sur les autres modalités, je pense que j'en ai parlé sur les autres diapos. Voilà, on a fait aussi, ça c'est depuis une dizaine d'années maintenant, un peu plus, pour tous ces parents dont je vous parlais qui n'arrivent pas à se libérer entre midi et 2, l'idée qu'ils puissent venir sur 2 jours consécutifs et on condense en fait le programme en 2 jours. Comme ça, ils n'ont que 2 jours à poser, on va dire. C'est un peu ça la démarche. Mais par contre, c'est intensif, c'est de 9h30 à 16h30 avec une mini pause et donc on les lâche pas et on leur donne tout un paquet d'informations sur quelque chose de très très court. Alors c'est un format plus expérimental. Au départ, c'est pas celui qui est évalué, mais les dernières études qui retracent l'efficacité des stages montrent que finalement on aurait une efficacité tout à fait aussi bonne que la formule classique et notamment parce qu'on a beaucoup moins de décrochage. Parce que c'est vrai que quand on fait un groupe, il faut savoir qu'on a quand même un certain nombre de parents qui vont pas le finir. Et c'est pas forcément lié au TDAH, c'est vrai pour tous les parents. Et donc là, ça permet, du coup, comme c'est sur 2 jours, tout le monde est là et donc on peut donner l'ensemble du programme, l'ensemble du contenu à tous les parents et ça c'est intéressant et c'est beaucoup plus facile vraiment d'expérience pour les parents de se libérer 2 jours que de se libérer 10 fois quoi. Donc en pratique on a quand même depuis qu'on fait ça on a des retours qui sont très positifs et quand on a mis ça en place dans le service la participation a été augmentée par 4 ou 5 quoi. On est passé même plus de 15 personnes à 80 personnes. À l'époque où on était en présentiel, donc c'était quand même très net. Donc ça, c'est aussi une adaptation qui reste possible et intéressante. Après, on peut passer à la diapo suivante, sur l'individuel. Et ça, l'individuel, c'est vrai que c'est ce qui peut être proposé dans pas mal d'endroits parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde pour former des groupes. Et pour certains parents, du fait de leur gène social, etc., ils sont demandeurs d'individuel. Et c'est vrai que l'intérêt de l'individuel, c'est un peu le cousu humain, quoi, parce qu'on va travailler que les séances qui peuvent aider la famille en question, qui correspondent à l'enfant. Il y a plein dans un programme de Barclay, comme je vais vous le présenter, enfin dans notre programme, il y a des séances qui vont pas du tout correspondre à tout le monde. Là, en individuel, on peut vraiment travailler les trucs en profondeur, analyser toutes les situations, reprendre avec les parents dans le détail, ce qu'on peut beaucoup moins faire en groupe. Donc ça, c'est très intéressant. Mais on perd du coup la valeur de partage émotionnel, d'échange. Et ça, vraiment, de mon expérience d'animer des groupes, c'est un truc très efficace. C'est qu'il suffit qu'un parent l'ait essayé et que ça ait marché pour que tous les parents adhèrent, quoi. Alors que ça, bon, vous pouvez en consultation, j'ai fait aussi de l'individuel ou essayer de transmettre des techniques en consultation. Bon, les parents sont preneurs, mais quand c'est proposé par un autre parent du groupe qui l'a essayé, c'est 100 fois mieux, quoi. C'est tout de suite, ça va créer une motivation.
Et ça, je trouve que c'est un levier super intéressant dans un groupe qu'on perd du coup en individuel. Mais on gagne aussi sur d'autres aspects. Bon, après, nous, à l'hôpital, la question ne se pose pas trop. On ne peut pas faire de l'individuel véritablement par rapport au nombre de familles qui consultent et à nos moyens et à nos moyens humains. Donc voilà, du coup, c'est aussi du temps gagné le groupe, mais ça a des intérêts véritables. Après, pour ceux qui font de l'individuel, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de compléter avec, par exemple, une participation à tout ce qui est associatif, c'est-à-dire OK, on fait de l'individuel parce qu'on n'a pas le choix, mais en même temps, on peut adhérer à l'association TDAH France, pour pas les nommer, ou n'importe quelle autre association qui s'occupe du TDAH, hein, mais que les parents aient aussi des lieux d'échange et de partage émotionnel, c'est souvent très important dans ces situations qui créent beaucoup de culpabilité. Donc ensuite, pour revenir à la suite à la diapo suivante, voilà, c'est un peu le contenu que je vais essayer de vous présenter, allez, en 15 minutes pour qu'on ait quelques échanges avant de terminer, parce que moi, je serai ponctuelle. Il y a la demi-finale quand même ce soir, donc de foot, et j'ai bien prévu de la regarder. Donc, au final, dans les grandes étapes, ça c'est pour tous les programmes. En gros, nous, voilà. Ils n'y sont pas tous dans le programme de Barclay, mais si on intègre un peu les contenus des différentes séances, voici ce que nous, on a repris de façon plus précise. Alors, psychoéducation, analyse des comportements, je vais les détailler un peu plus. Le renforcement positif, le moment spécial, valoriser un enfant qui ne dérange pas, système de points, gestion du temps, des écrans. Ça, j'aurais pas le temps de le détailler, mais alors on pourrait en faire 2 jours de plus là-dessus, mais ce serait un peu compliqué. Gestion des crises, time out et les devoirs. Donc, pour la première étape, donc on peut passer à la diapo suivante, qui est celle de la psychoéducation. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment le truc central. Et pour certaines familles, d'ailleurs, quand on prend vraiment le temps de cette psychoéducation ou qui participent à cette séance, ils vont dire, mais nous, là, presque, ça peut suffire, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui vont dire, ah bah oui, on pensait qu'il le faisait exprès, en fait, on pensait que c'était pour nous provoquer, on se disait qu'il faisait que ce qu'il voulait, qu'il était feignant, parce que des fois, quand il est motivé, il le fait, mais quand il n'est pas motivé, il ne le fait pas. Donc, les parents vont souvent avoir des attributions sur les symptômes du TDAH qui sont des attributions de caractère ou de tempérament ou de motivation. Donc, ça va créer des tensions familiales parce qu'ils vont se dire, mais en fait, s'il n'y arrive pas, c'est qu'il ne veut pas, etc. Donc, l'intérêt de la psychoéducation, c'est vraiment de remettre un peu les choses à leur place et de dire, ben non, ça, c'est un symptôme de TDAH, typiquement. Votre enfant qui a du mal à démarrer, qui a du mal à se mettre à l'effort, c'est un symptôme de TDAH. C'est pas que c'est un feignant dans la vie, c'est que juste l'aversion à l'effort, c'est un symptôme. Le fait que votre enfant ait du mal à automatiser les consignes et que donc il faille toujours lui répéter de se brosser les dents, de se mettre en pyjama, qu'il faille lui reformuler 50 fois la même consigne, là aussi, c'est pas parce qu'il se moque de vous ou que c'est un bébé qui veut pas grandir et tout ça, c'est aussi sa difficulté, c'est son TDAH et on le présente dans les symptômes. Et ça permet aussi aux parents de se remettre en question et de dire, ah ben oui, là, c'est vrai que peut-être, finalement, on lui a demandé des choses en pensant qu'il était de mauvaise volonté, alors que le pauvre, il fait ce qu'il peut, quoi. Donc, au final, ça permet vraiment d'apaiser ce côté-là de tension. Et certains parents disent, mais maintenant qu'on sait ça et qu'on a compris, bah, on prend les choses autrement, on a un autre état d'esprit. Et ça va vraiment beaucoup mieux. Et je vous assure que, bon, pour des TDAH légers, entre guillemets, où il n'y a pas trop de difficultés scolaires et pas trop d'autres comorbidités importantes, ça peut être déjà suffisant. Donc, c'est vrai qu'on explique tout. On explique aussi les causes du TDAH parce qu'il y a beaucoup de culpabilité dans les familles, de se dire, ah, mais c'est peut-être notre éducation, c'est peut-être les écrans ou ci ou ça. Donc, moi, je prends beaucoup de temps dans la psychoéducation pour les idées reçues, justement, parce qu'il y en a beaucoup dans le TDAH. Donc de dire, ben non, écoutez, voilà les données, non, c'est pas une histoire de société, ça fait 30 ans qu'il y a la même prévalence de TDAH, c'est pas votre éducation, mais par contre, il faut éviter d'avoir une éducation trop rigide, mais c'est pas l'histoire d'une éducation laxiste, c'est pas les écrans, c'est pas le divorce, c'est pas la société de consommation, enfin voilà, de reprendre à partir de données et de donner des références aussi aux parents pour qu'ils puissent se documenter pour aussi les décharger un peu de tout ça, parce que pour moi, c'est un point important. Ils doivent composer toute la journée avec ce que leur dit le concierge,
le pharmacien parfois, parce que on a des soucis aussi autour de la pharmacie, les écoles, le truc. Bon, même si là, globalement tout le monde est beaucoup mieux informé, on peut quand même, c'est des parents qui ont un vécu souvent difficile du regard social. Donc c'est important de prendre ce temps-là, de leur donner des sources de documentation, de répondre à leurs questions, de donner des perspectives d'évolution. Ça, c'est très important aussi dans la psychoéducation, de citer des personnes célèbres avec TDAH, par exemple. Ça tombe bien, il y a pas mal de TikTokers maintenant qui font qui parlent de leur TDAH, des influenceurs, Squeezie, le YouTuber, qui a fait une vidéo là-dessus. Bon, Michel Simès, qui parle de son TDAH, mais ça parle qu'aux parents et pas aux jeunes, évidemment. Mais voilà, de donner quelques exemples pour projeter du positif. Donc ça, c'est la partie psychoéducation, mais c'est la partie, je dirais, essentielle, et c'est vraiment le socle de tout le reste. Après, la partie suivante, c'est on prend un certain temps pour expliquer. Alors ça, c'est là que les programmes de guidance éducative sont quand même dérivés des thérapies comportementales, des schémas de conditionnement, etc. Donc, on fait pas non plus un cours de DU de TCC, hein, c'est pas l'objet, mais on leur dit, regardez, quand votre enfant a un comportement inapproprié, ce qui se passe souvent, c'est que vous allez lui accorder de l'attention, de l'intérêt, vous allez vous interrompre, vous allez, même si vous êtes énervé, mais vous allez passer du temps avec votre enfant au détriment de la fratrie, au détriment de ce que vous avez à faire, etc. Et quelque part, là où vous pensez le sanctionner, ben, ça crée quand même un renforcement positif et ça crée de ce comportement inadapté et ça va l'augmenter. Et donc, il faut que vous arriviez à repérer que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, on apprend aux parents qu'il faut valoriser seulement les comportements adaptés et essayer le plus possible d'y les comportements inadaptés. Donc, ça, c'est vraiment les schémas de conditionnement. Et on reprend plusieurs exemples là-dessus. Mais comme je vous dis, ça reste assez succinct parce que l'idée, c'est pas que ce soit trop théorique, sinon on va les perdre et ils ont besoin de quelque chose de très concret. On peut passer à la diapo suivante. Donc le renforcement positif, voilà, ça c'est l'idée de dire, c'est la base de tout le reste et de tout le programme, c'est de dire, voilà, les punitions chez ces enfants-là, ça ne fonctionne pas, ça va aggraver le problème en fait. L'enfant qui est puni dans le sens où on lui enlève des choses auxquelles il avait droit, hein, donc ça va le décourager et il sera de moins en moins dans la motivation pour faire des choses. On sait que l'enfant avec TDAH est capable de se concentrer, capable de se contrôler et de focaliser son attention du moment où il y a un intérêt, en fait, une motivation, que ça lui plaît, que ça le stimule. Donc ça, c'est le levier sur lequel on va s'appuyer et on va créer de la motivation chez ces enfants en expliquant bien aux parents, bah oui, il n'y a pas beaucoup de choses motivantes. Alors souvent, les parents le disent bien, ils disent, bah oui, quand il fait telle activité, mettons, bah oui, quand il fait tel truc qui lui plaît, je parle pas des écrans, hein, mais tel autre truc qui lui plaît, là, il est super concentré. Oui, parce que ça lui plaît. Mais en fait, la plupart des choses de la vie du quotidien, les routines, se brosser les dents, machin, c'est pas plaisant, en fait. Donc, il faut que vous mettiez de la motivation sur toutes les choses du quotidien, repérer tout ce qui est fait et signaler, ah, bah, c'est génial, tu vois, tu t'es brossé les dents tout seul, bah, c'est super, tu es prêt à l'heure aujourd'hui, tu as même mis ton bol dans l'évier, etc. Donc en fait, ces premières séances, c'est de mettre les parents en condition d'être dans la valorisation de tous les comportements adaptés et d'observer un peu ce qui se passe. Et ensuite, on couple à cette séance ce qu'on appelle le moment spécial, qui est un moment partagé de temps parent-enfant, enfin le parent tout seul et l'enfant, avec une vraie disponibilité. Parce que souvent, c'est des parents qui passent un temps fou avec leurs enfants TDAH, mais c'est pas du temps véritablement de qualité, c'est du temps de devoir, de répéter les trucs, etc. Et le lien se dégrade un peu du fait souvent de l'opposition, de la difficulté. Donc, c'est de retrouver des moments de plaisir partagés. Ça, on le retrouve dans le programme de Barclay, mais ça va être aussi le socle du programme de Incredible Years qui est basé sur l'idée, d'abord on joue avec son enfant, on passe du temps, c'est la base, et après on mettra en deuxième et en troisième ce qui va être consigne, efficacité, etc. En fait, on considère dans les programmes parentaux que la première chose à faire, c'est de retrouver du temps positif avec l'enfant, d'améliorer d'abord le socle de la relation et donc du temps de qualité agréable passé avec l'enfant. Et pour beaucoup de familles, c'est déjà un énorme pas parce que finalement, il y a vraiment
des tensions qui sont très fortes et du coup, beaucoup de parents disent, mais on n'a plus aucun bon moment avec notre enfant, ce ne sont que des contraintes. On va le chercher à l'école, la boule au ventre, parce qu'on sait que ça va mal se passer, etc. Et donc, c'est aussi de repartir dans une dynamique positive en disant aux parents, bah, c'est à vous de démarrer d'implémenter le truc pour que ça, pour recréer cette dynamique positive. Et donc le moment spécial. Après, on a beaucoup assoupli le programme. Au départ, dans Barclay, c'était de dire il faut 20 minutes chaque parent tous les soirs, etc. Non, on est un peu moins scolaire parce qu'en fait, on remarque que plus on a des exigences scolaires, finalement, moins ça marche, ça décourage un peu les parents et au final, ils font rien parce qu'ils veulent pas faire le truc à moitié. Donc, on préfère dire, bah, vous faites quand vous pouvez, mais essayez d'y penser. Quand vous avez du temps, paf, vous essayez de vous dire, tiens, est-ce que je pourrais pas faire quelque chose? Finalement, il vaut mieux se dire, bah, ce sera fait peut-être un peu le week-end ou on fera 2 heures le week-end. Au départ, c'est pas ça, c'est de dire tous les soirs un peu. Il faut que ce soit hyper régulier. Dans la vraie vie, aujourd'hui, ça va être plus, on a passé 1 heure et demie à faire tel truc ce week-end et c'était cool. Et on va dire, bah, écoutez, c'est très bien, c'est déjà bien. En fait, moi, je trouve que plus j'anime des groupes, plus mon niveau d'exigence diminue quelque part sur les attendus très carrés du programme, mais avec un état d'esprit qui reste quand même vraiment important et qui reste la chose, je dirais, la plus importante, même si on leur donne plein de petites techniques par ailleurs, quoi. Mais en étant peut-être un peu moins scolaire. Ça, c'est une séance un peu artificielle aussi, que je ne vais pas vous décrire en intégralité. Mais l'idée, c'est de dire, il faut apprendre à l'enfant à ne pas déranger. Donc, on demande à l'enfant de jouer tout seul et on s'interrompt soi-même pour aller le féliciter. C'est-à-dire que, en fait, on veut faire sentir aux parents que finalement, leur enfant les enfants avec TDAH qui sont impulsifs et parfois intrusifs vont passer beaucoup de temps à les interrompre et à les déranger et que c'est dans ces moments-là toujours qu'on fait attention à eux et que donc ils vont continuer toujours d'interrompre et de déranger pour qu'on fasse attention à eux et donc de dire bah oui mais quand il fait un truc tout seul, quand il vous dérange pas, c'est là qu'il faut y aller pour inverser la vapeur. Sinon, vous n'aurez toujours que du dérangement. Et donc, on travaille de façon un peu artificielle le fait que l'enfant apprenne à jouer tout seul et à pas déranger. Donc, c'est une séance un peu, un peu fausse, mais qui met vraiment l'accent sur des trucs importants, sur cette affaire de ne pas être interrompu, aussi apprendre à l'enfant à faire rien, quoi. Enfin, à faire rien, c'est-à-dire à rester tout seul, sans écran. Même si c'est avec un timer pendant 5 minutes, on ne demande pas non plus à ce qu'il joue pendant 1 heure tout seul, mais c'est quelque chose de difficile pour les enfants avec TDAH, et j'allais dire même pour les enfants aujourd'hui peut-être, mais de rester tout seul pendant un certain temps et de s'occuper ou de s'ennuyer, et c'est très important que les parents sentent aussi l'intérêt de ce truc-là, quoi. Donc on travaille aussi là-dessus. On peut passer à la diapo suivante. Donc, ce sont les grandes séances. Je vous les fais un peu rapide, mais le système de points, on en parle beaucoup, mais il ne faut pas en attendre grand-chose, en fait. C'est un peu l'étape déception du programme de Barclay, parce que les parents imaginent parfois qu'on va tout régler avec un système de points, on va distribuer les points toute la journée et le comportement va être totalement différent. Ce n'est pas le cas. Nous, on utilise plutôt le système de points pour les routines, en fait, pour que l'enfant commence à automatiser des routines. Typiquement le brossage de dents parce que c'est le truc classique, mais il peut y en avoir plusieurs, mais pas trop non plus. Il ne faut pas que ce soit de la comptabilité trop compliquée, mais pour justement mettre un peu le pied à l'étrier et commencer à automatiser, c'est de dire ben voilà, on va mettre tel petit truc et après on aura des petits privilèges. Alors ça peut être des temps d'écran chez les petits, ça marche assez bien. Ça peut être d'autres choses chez les ados plus matérielles, mais de leur mettre un peu le pied à l'étrier pour les encourager, pour trouver de la motivation sur des trucs pas intéressants. Et c'est plus sur les routines. En fait, on peut pas mettre dans le système de points des choses que l'enfant peut pas contrôler. Par exemple, on peut pas lui dire sois sage ou sois calme, ne crie pas et tu auras des points. Ça marche pas du tout. Il faut que ce soit des trucs très binaires, quoi. C'est fait, c'est pas fait, c'est 0-1, quoi. Mais il n'y a pas de 0,5 parce que sinon on ne s'en sortira jamais. Donc, on choisit pour ça des tâches très simples, quoi. Tu débarrasses ton assiette, voilà, c'est déjà, c'est très bien. Il faut simplifier parce que beaucoup de parents ont l'impression sinon qu'on se lance dans une logistique compliquée. N'oublions pas qu'ils ont des journées chargées à tous les niveaux et surtout au niveau émotionnel avec leurs enfants avec TDAH, qu'ils ont parfois un TDAH eux-mêmes, donc on ne peut pas
se lancer dans des tableaux ultra compliqués, des tableurs Excel avec des trucs pas possibles. Non, non, il faut faire hyper simple et trouver un objectif à la fois. Souvent, c'est ce qui marche le mieux. Donc, diapo suivante, voilà le time out. Alors, ça, j'en dis un mot parce qu'il a tellement fait l'actualité en 2023 qu'on ne peut plus ne plus en parler. C'est donc le temps mort, le retour au calme, qui a été présenté comme un peu le truc qui allait régler tous les problèmes de comportement chez tous les enfants sur France Inter. Bon, donc évidemment, non, mais c'est une vraie étape d'un programme. Mais justement, c'est une étape qui s'intègre à l'ensemble d'un programme avec du renforcement positif, avec du temps partagé, etc. Le temps mort tout seul, c'est peut-être plus, si c'est juste isoler l'enfant, le mettre dans sa chambre, ça va être plus finalement, j'allais dire pas de la violence éducative ordinaire, c'est un peu fort, mais il faut que ça s'intègre à un programme pour que ça ait vraiment tout son intérêt. Et donc, c'est juste quand il y a une limite franchie, de dire à l'enfant de se mettre à l'écart, c'est l'équivalent un peu du coin, mais c'est pas dans un coin, quoi. C'est dans un endroit un peu neutre au niveau intérêt, mais on le met pas de dos, on le met pas dans un coin, il n'y a pas le côté humiliant, mais c'est juste de dire, hop, ça c'est temps mort, là il faut que chacun se ressaisisse, le parent, l'enfant, et on attend quelques minutes, 3 minutes, 4 minutes, mais pas beaucoup plus. Et donc c'est une des stratégies du programme. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ce n'est qu'une stratégie du programme. Donc, elle s'intègre à un ensemble de programmes et c'est pas un truc qu'on va tirer comme ça du chapeau en disant ah ben tiens voilà on va faire un temps mort et ça va régler tous les problèmes. Non, ça s'intègre au reste, quoi. Donc ça c'était juste pour vous en dire un mot parce que il y a eu beaucoup de remous médiatiques autour de cette affaire. La séance, la diapo suivante, voilà, c'est la gestion des crises qu'on a rajouté nous dans le service parce que c'était vraiment une demande des parents pour le coup, de gérer les crises de colère chez les grands, hein, puisque on parle pas des petits ici, mais plutôt des enfants de plus de 6 ans. Et donc, on a développé des programmes justement pour donner des stratégies spécifiques aux parents, pour éviter les escalades, pour éviter aussi la suraccommodation, c'est-à-dire pour éviter que les parents vivent dans la peur des crises et n'osent plus finalement frustrer leur enfant qui gère mal ses émotions. Donc, tout un ensemble de stratégies qu'on leur présente à ce moment-là, on leur explique le déroulé de la crise, pourquoi ça sert à rien de parler à un enfant qui est en crise, parce que de toute façon, il n'entend pas, il n'est pas aux commandes, si on peut dire. Donc, il faut juste attendre que ça passe et se mettre à distance pour pas s'énerver soi-même et après reprendre les choses. Mais là, typiquement sur cette séance, le fait que les parents interagissent entre eux, c'est un vrai point fort parce que ça permet, voilà, déjà sur le vécu parfois des crises dans les lieux publics, ben, pour des parents, c'est la honte et le fait de voir qu'ils sont pas les seuls à avoir traversé ça, ça les soulage un peu. De se dire aussi qu'ils sont pas les seuls à vivre ce genre de tempête à la maison. Et que d'autres ont pu essayer d'envisager des solutions. Là, c'est le rôle du groupe comme soutien émotionnel est quand même très fort pour ce type de séance en fait. Hein. C'est pas vrai de la même façon pour toutes les séances. Bon, on arrive presque à la fin de ce diaporama, ce qui va nous laisser un peu de temps d'échange. Il me reste voilà quelques diapos. L'idée des programmes d'entraînement aux habiletés parentales, là, je vous ai fait quelque chose de très général, mais on essaye de réfléchir à comment l'adapter parce que la pédopsychiatrie d'aujourd'hui et de demain, je crois que c'est beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus, mais tout autant quand même travailler avec l'environnement, les parents, éventuellement les enseignants, les personnes qui sont autour de l'enfant et que les parents doivent être vraiment les acteurs principaux. Enfin, c'est pas le psychologue ou le psychiatre dans son bureau une fois par semaine qui va changer la dynamique du truc. C'est vraiment un travail avec la famille et ça et après peuvent s'intégrer d'autres approches évidemment. Donc, ce travail avec la famille, il est incontournable. Donc il y a la question aujourd'hui qui se pose, c'est comment on va généraliser cette offre sur le territoire puisque les recommandations vont sortir et que bon en Occitanie on est pas mal, mais dans d'autres régions personne n'est prêt pour savoir comment on va accompagner les familles. Donc ça c'est un peu une question. Après il faut adapter. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire des niveaux d'âge aussi parfois. Donc, pour les adolescents, on a un module un peu spécifique pour les parents des ados. C'est sûr qu'on va pas mettre tout le monde dans le même sac. On va pas parler de comment gérer l'argent de poche et les consommations et les consommations chez un adolescent, alors qu'il y a des parents de tout petits dans le public. Évidemment, ça va les inquiéter. C'est pas leur préoccupation du moment. Donc, c'est intéressant de pouvoir proposer des choses les plus adaptées possibles et aussi adaptées au profil des enfants. Et ça, je pense à nos groupes de résistance non violente pour les enfants
qui ont des comportements tyranniques ou des comportements violents. Là aussi, c'est des groupes un peu déclinés, mais avec des programmes spécifiques. Donc, c'est à mon avis très intéressant. Et il peut y en avoir aussi des programmes pour les parents d'enfants anxieux. Enfin, de réfléchir à comment on met en place ces dispositifs pour accompagner les familles de façon plus précise et plus généralisée aussi. Donc voilà, je crois que je suis arrivée là à la fin de mon diaporama et que je vous ai mis un petit clin d'œil sur le match de ce soir.